J'ai reçu cet enregistrement en canalisation. Il m'a été transmis sous forme d'images, de métaphores, de visions précises et vibrantes. On m'a demandé de le partager tel qu'il m'a été confié, sans l'adoucir, sans le modifier, sans en perdre la vibration. Je vous le livre ici, dans son intégralité. Puisse-t-il toucher ce qui en vous est prêt à s'ouvrir. Un couple conscient, ce n'est pas un couple parfait. Ce n'est pas un couple qui a éliminé ses traumas ni effacé ses mémoires. C'est un couple où chacun choisit de se regarder avec vérité, d'affronter ce qui, en lui, demande à être rencontré, d'assumer la responsabilité de sa propre guérison, de continuer ce travail, non pas pour l'autre, mais pour soi-même. C'est une union où chacun reconnaît qu'il ne peut pas aimer correctement s'il aime depuis une blessure, qu'il ne peut pas construire solidement s'il marche sur des fondations fissurées. Un couple conscient, ce sont deux êtres qui avancent vers eux-mêmes, tout en avançant l'un avec l'autre. Deux êtres qui veulent partager, donner, recevoir, créer, mais sans jamais se perdre ou se dissoudre dans l'autre. Chacun voulant offrir un amour adulte, stable, respirant. Un amour qui n'a pas peur de la profondeur, parce qu'il sait se tenir debout par lui-même. Dans un couple conscient, il existe 3 maisons. La maison de soi, la maison de l'autre et la maison du nous. Dans l'enseignement que l'on m'a transmis, la maison représente l'intériorité émotionnelle, consciente et vivante de celui qui l'habite. La maison du nous n'appartient à aucun des deux. Elle n'est le territoire ni de l'un ni de l'autre. Elle est une entité nouvelle, une 3e énergie qui se nourrit de 2 partenaires, mais qui n'est le passé d'aucun. C'est un espace neutre, un espace sacré, un espace d'accueil où l'on n'amène rien qui n'ait déjà été reconnu, apaisé, alchimisé. Un couple conscient n'est pas un lieu où l'on dépose ses blessures pour que l'autre les porte. Chacun reste responsable de sa maison intérieure, de sa guérison, de ses fissures, de ses objets blessés. Chacun continue de se rencontrer lui-même, d'apaiser ses ombres, de se stabiliser de l'intérieur pour ne pas demander à l'autre de jouer le rôle du pansement ou du sauveur. C'est ce que j'appelle l'individuation consciente. Rester soi, profondément soi, tout en s'ouvrant à l'autre sans se dissoudre dans son monde. Un couple conscient, c'est la rencontre de 2 maisons intérieures qui ont fait suffisamment de place pour pouvoir créer ensemble une maison commune. Pas une maison où l'on se cache pour éviter ses blessures, mais un foyer dans lequel on rentre depuis un espace de responsabilité et de vérité. Ce couple-là ne se construit ni sur le manque, ni sur la réparation mutuelle, mais sur la présence. L'honnêteté, la maturité émotionnelle, la volonté de grandir, la liberté respectée, l'engagement d'être responsable de soi, et la co-création d'un espace nouveau, vivant, respirant. Un couple conscient n'est pas une fuite hors de soi. Ce n'est pas un refuge destiné à combler un vide ou une maison où l'on vient chercher une âme qui fera le travail à notre place. C'est un espace où l'on crée un amour nouveau, un amour qui ne recycle pas l'ancien, un amour qui ne rejoue pas les mêmes scénarios. Un couple conscient est une initiation à aimer autrement, aimer sans se confondre, aimer sans se perdre, aimer sans imposer à l'autre la réparation d'une histoire qui ne lui appartient pas. Un couple conscient, c'est un couple qui se construit, pas depuis la blessure, mais depuis la pleine conscience de l'amour. Aimer l'autre dans son entièreté, parce que l'on s'est d'abord rencontré soi-même. Avant de rencontrer l'autre, avant même d'imaginer une maison commune, chacun habite déjà un espace intérieur qui lui appartient entièrement. Cette maison personnelle, nous la portons partout avec nous. Elle est faite de nos expériences, de nos mémoires, de nos émotions, de nos croyances, de notre histoire, de ce que nous avons vécu, de ce que nous voyons, de ce dont nous avons conscience et de tout ce que nous n'avons pas encore osé regarder. C'est un espace intime, rempli d'objets symboliques qui racontent ce que nous avons traversé. Dans cette maison, il y a des pièces lumineuses, des endroits où l'on respire, où l'on se sent en sécurité, où l'on sait qui l'on est. Et il y a aussi des pièces fermées, des portes que l'on n'ouvre presque jamais, des recoins où l'on entasse nos peurs, nos manques, nos fragilités, nos anciennes blessures, nos réflexes traumatiques. Et au milieu de tout cela, des objets. Des vases fêlés, des tasses cassées, des meubles instables, des cadres brisés, des souvenirs que l'on garde même s'ils font mal. Des objets que l'on n'a jamais vraiment réparés, mais que l'on continue de regarder. La maison personnelle raconte notre façon d'aimer, notre façon de réagir, notre façon de nous protéger. Elle reflète nos conditionnements, nos failles, notre sensibilité. Chaque objet y a sa place. Certains sont beaux et solides, d'autres sont tordus ou brisés par le passé. Certains objets nous portent, d'autres nous retiennent. Certains nous parlent encore, d'autres ont cessé de vibrer mais continuent d'occuper l'espace. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que cette maison intérieure n'est jamais un décor fixe. Elle évolue en permanence. Elle respire, elle se déplace, elle s'assainit quand nous prenons soin de nous. Elle se charge quand nous nous abandonnons. Elle s'éclaire ou s'assombrit selon les périodes de notre vie. C'est un lieu vivant, mouvant, profondément lié à notre état émotionnel.
Dans cette maison, dans ce monde intérieur qui nous appartient. Personne ne peut entrer sans invitation. Et même lorsque l'on invite quelqu'un, on ne lui donne pas les clés pour tout ouvrir, tout regarder, tout comprendre. La maison personnelle est notre temple, notre sanctuaire, le lieu où l'on apprend à se connaître et où l'on revient chaque fois que l'extérieur devient trop bruyant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette maison doit être honorée avant d'être partagée. On ne peut pas la laisser à l'abandon et espérer qu'un autre viendra y mettre de l'ordre. On ne peut pas espérer construire une relation solide si l'on ne sait pas déjà habiter son propre espace. Le couple conscient commence ici, dans la responsabilité d'être chez soi, en soi, dans la lucidité de reconnaître ce qui, en nous, demande attention, soin, réparation. La maison personnelle est notre point d'ancrage, le lieu où nous revenons pour nous recentrer, nous réaligner, nous guérir. Et tant qu'elle n'est pas honorée, lavée, nettoyée, rangée, tant que nous n'avons pas appris à en prendre soin, nous ne pouvons pas véritablement accueillir quelqu'un dans notre vie sans risquer de le perdre, de nous perdre et de voir s'effondrer ce que nous essayons de construire. Le couple conscient ne commence pas à deux. Il commence dans la responsabilité que chacun a de ranger sa propre maison. Dans la maison personnelle, chaque blessure émotionnelle prend la forme d'un objet. Ce n'est jamais abstrait, jamais théorique. Chaque trauma, chaque peur, chaque mémoire devient un vase, une étagère instable, un bibelot brisé, un cadre fissuré, un meuble qui grince, un objet que l'on garde même s'il pèse lourd. La maison intérieure parle toujours en objet. Elle montre exactement où ça coince, où ça tremble encore, où ça grince, où cela n'a pas été apaisé. Un vase fêlé n'est jamais juste un vase. Il porte le poids d'une ancienne trahison, d'un abandon, d'une humiliation, d'une blessure que l'on a subie sans savoir comment la traverser. La fissure raconte un choc émotionnel que l'on n'a pas eu les moyens d'intégrer. Sa teinte terne murmure un chagrin qui n'a jamais été pleuré. Et l'objet ébréché, posé dans un coin, parle d'une mémoire oubliée, volontairement, mais qui continue d'exister dans l'ombre. Souvent, avec les années, on a simplement tourné le vase, fissure face au mur, pour ne plus la voir, plutôt que de le réparer ou de le remplacer. Et année après année, on continue de l'observer en silence. Ces objets sont vivants, ils vibrent, ils appellent, ils nous parlent. Parfois, ils nous suivent malgré nous, parfois on fait semblant de ne pas les voir. Parfois, on les déplace pour que personne ne les remarque. Parfois, on les expose comme un avertissement ou une protection. Ils racontent absolument tout. Ce que nous avons vécu, ce que nous n'avons pas osé affronter, ce qui continue à se rejouer malgré les années. Et ces objets ne disparaissent jamais par hasard. Ils attendent, ils restent là, silencieux, poussiéreux, jusqu'à ce que l'on accepte de les prendre dans nos mains, de les regarder, de comprendre pourquoi ils se sont fêlés. Ce sont des fragments d'histoire, des morceaux de soi, jamais reconnus, jamais nommés, jamais apaisés. Ils ne demandent pas de disparaître, ils demandent d'être vus. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que personne d'autre que vous ne peut réparer ces objets. Personne, ni un partenaire, ni un amoureux, ni un sauveur, ni une présence extérieure. Ces objets sont vos traumas, vos mémoires, vos traces personnelles. Ils appartiennent à votre maison intérieure et à personne d'autre. L'un des plus grands malentendus dans les relations vient du fait que lorsque l'on rencontre quelqu'un, on a instinctivement envie de lui montrer nos objets blessés. On ouvre notre valise intérieure et on dit « Regarde ça, c'est mon vase ébréché. Ça, c'est la fissure que j'ai héritée. Ça, c'est la blessure qu'on m'a faite. » Et parfois, sans s'en rendre compte, on met ces objets dans les mains de l'autre en espérant qu'il saura quoi en faire, qu'il comprendra, qu'il réparera, qu'il portera à notre place ce que l'on n'a jamais réussi à porter. Mais ces objets-là ne doivent pas être donnés. Ils ne doivent pas être déposés chez quelqu'un d'autre, ils ne doivent pas migrer dans la maison d'un autre, ni dans la maison du couple. Un vase fêlé n'a rien à faire dans un espace partagé. Il ne peut qu'y créer du déséquilibre. Car un trauma non reconnu devient une faille dans toute structure. Il fracture la maison commune avant même qu'elle n'existe. Les objets blessés sont les témoins de notre passé. Ils disent « Voici ce que tu as traversé, voici ce qui a été cassé en toi, voici ce qui mérite d'être réparé. » Mais ils ne disent jamais « Donne-moi quelqu'un d'autre, il sera mieux. » Ils disent au contraire « C'est en toi que je dois être réparé. » Dans la création du couple conscient, cette vérité est non négociable. Les traumas ne doivent pas être apportés dans la maison du couple. Ce ne sont pas des objets décoratifs, ce ne sont pas des symboles de connexion, ce ne sont pas des preuves d'amour. Ce sont des objets blessés qui réclament d'être réparés chez soi avant toute co-création à deux. La reconnaissance des objets blessés, leur compréhension, leur réparation, tout cela appartient à la maison personnelle. Et c'est seulement lorsque ces objets ont été honorés, apaisés, sublimés, que la maison intérieure devient un espace stable, respirant, capable d'aimer sans déborder. Les objets blessés ne sont pas une honte, ils sont le début de l'histoire, notre histoire. Ils sont ce qui doit être vu pour être transcendé. Ils sont ceux qui préparent à aimer autrement. Ils sont ceux qui ouvrent à une vie consciente, pleinement présente.
Dans l'enseignement que j'ai reçu, la guérison ne m'a pas été montrée comme un simple apaisement ni comme un travail psychologique ordinaire. Elle m'a été révélée comme un art, un acte sacré, une création intérieure semblable au kitsugi. Cet art japonais où l'on répare les objets brisés avec de l'or. Non pas pour masquer la fêlure, mais pour la voir, l'honorer, la sublimer, la transformer en beauté. Il m'a été montré que chaque traumatisme, chaque blessure, chaque fissure d'un vase intérieur peut être réparée par une matière précieuse, lumineuse, vivante, quelque chose qui ressemble à l'or symbolique de notre propre conscience. Cet or n'efface pas le passé, il le transmute. Il ne nie pas la cassure, il l'illumine. Il ne supprime pas l'histoire, il en change la vibration. Cet or, c'est l'amour. L'amour de soi, de son parcours, de ses blessures. Lorsque l'on applique cet or sur la fissure, quelque chose en soi se réorganise. La douleur cesse de gouverner l'objet. L'objet cesse d'être fragile, il devient solide autrement, différemment. Non pas malgré la blessure, mais avec elle. La cicatrice devient un chemin de lumière au lieu d'être un point de rupture. La blessure réparée devient un appui, une force, une sagesse, un repère intérieur. Mais dans la transmission, il y avait une précision essentielle, presque une clé initiatique. Une fois que l'objet est réparé, il n'a plus besoin de faire partie de la maison. Il est réparé, oui. Il est beau, oui. Il est sublimé, oui. Mais il appartient au passé. On ne le transporte plus, on ne l'expose plus, on ne le pose plus sur la table du présent pour influencer ce que l'on vit maintenant. La fêlure, une fois dorée, devient une trace, pas une identité. Une mémoire paisible, pas un moteur émotionnel. Une histoire intégrée, pas une blessure vivante. Ce qui m'a été montré est très clair. Tu n'as pas besoin de conserver l'objet réparé comme un trophée émotionnel. Tu n'as pas besoin de dire « regarde ce que j'ai vécu ». Tu n'as pas besoin de rappeler constamment la blessure qui a existé. Une fois réparé, l'objet retrouve sa place dans ton histoire personnelle, dans ton passé, pas dans la maison du nous. Car si tu le transportes, même doré, même magnifié, même parfaitement réparé, tu ramènes avec lui l'idée du passé. Tu fais entrer dans un espace neuf ce qui appartient à une version ancienne de toi. Et même si tu crois qu'il est devenu beau, il porte encore la vibration de ce qui a été. Il rappelle une identité que tu n'habites plus et qui n'a pas sa place dans la relation consciente. Le kitsugi intérieur n'est donc pas un outil pour exposer fièrement le travail accompli. C'est un acte intime, sacré, une réparation silencieuse qui ne demande pas à être vue. Une alchimie qui permet à l'objet de cesser d'être un poids. Une guérison qui n'a pas besoin d'être reconnue par l'autre pour exister. Parce qu'elle est une lumière qui se suffit à elle-même. La guérison n'a pas vocation à devenir un meuble dans la maison du couple. Elle a vocation à devenir un socle dans la maison personnelle. C'est cela, au fond, que j'ai reçu. Nous réparons nos objets pour nous-mêmes. Nous les sublimons pour notre propre paix. Et lorsque la fêlure est devenue or, nous n'avons plus besoin de la porter dans nos mains. Nous pouvons la déposer. Nous pouvons la laisser dans le passé. Nous pouvons entrer dans la relation sans le poids de ce qui a été. Le kitsugi intérieur, ce n'est pas une décoration pour le couple. C'est la préparation sacrée qui nous permet d'aimer dans le présent. Lorsque deux êtres se rencontrent, chacun arrive intuitivement avec une valise à la main. Cette valise, personne ne la voit vraiment, mais elle est toujours là, présente. Elle ressemble à un bagage ordinaire, sauf qu'elle ne contient ni vêtements, ni souvenirs physiques. Elle contient les traumas. Elle contient les objets blessés de la maison intérieure, les vases ébréchés, les fissures que l'on n'a jamais réparées, les morceaux d'histoire que l'on traîne encore sans s'en rendre compte. Dans cette valise, il y a les peurs anciennes, les blessures d'abandon, les mémoires d'humiliation, les trahisons mal digérées, les croyances qui nous protègent encore et tous ces objets traumas que l'on n'a jamais vraiment osé regarder en face. Et avant même de devenir un couple, avant de s'engager, avant de comprendre qui est l'autre, il y a un réflexe humain, instinctif, presque naïf. On ouvre cette valise. On l'ouvre parce qu'on veut être compris, on l'ouvre parce qu'on veut être vu dans sa vérité, on l'ouvre parce qu'on croit que montrer nos blessures va créer de la proximité. On l'ouvre surtout parce qu'on est épuisé de porter seul ce que l'on porte depuis des années. Alors on sort un objet, toujours un objet blessé, un vase ébréché par une ancienne relation, un souvenir cassé qui n'a jamais été intégré, une pièce de soi qui n'a jamais été réparée. Et on le tend à l'autre, souvent sans mots, mais avec un message silencieux. Regarde ce que j'ai vécu. Sur le moment, cela semble tendre, authentique, profondément vulnérable. Mais c'est déjà là que commence le risque. Ce que l'on tend n'est pas un symbole, c'est un poids. Et c'est là que commence le piège. Dans l'enseignement que j'ai reçu, on m'a montré que beaucoup de couples basculent dans l'inconscience au moment précis où l'un dépose volontairement ou involontairement un de ces objets blessés dans la maison de l'autre. Comme si, à partir de cet instant, la responsabilité de la douleur changeait de propriétaire.
comme si l'autre devenait chargé de réparer, de porter, de gérer ce qui ne lui appartient pas. C'est un mouvement subtil. On dépose un vase fissuré dans les bras de l'autre parce qu'on se sent aimé ou fragile, ou en confiance, ou simplement épuisé de le porter seul. On se dit qu'à deux, ce sera plus facile. On pense que c'est cela, la proximité. Partager ses blessures, laisser quelqu'un les tenir, confier le poids de ce que l'on n'a jamais pu porter seul. Mais cette idée dans un couple inconscient devient un piège émotionnel, car l'autre n'est pas l'artisan de nos objets, il n'a pas la mémoire de nos fissures, il n'a pas la couture intérieure pour réparer ce qui vient d'une histoire qu'il n'a pas vécue. Et quand il tente de le faire malgré lui, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut t'aider, parce qu'il croit que c'est son rôle, il finit par se charger d'un poids qui n'est pas le sien, par se déformer intérieurement, par perdre son centre, par devenir le pilier d'une maison qui n'a jamais été construite sur ses fondations à lui. Le transfert d'objets crée immédiatement une asymétrie. L'un devient le réparateur, l'autre devient celui qui se fait porter. L'amour se transforme en mission, la relation devient un terrain de sauvetage. Le lien se charge d'une tension qui n'a rien à voir avec la relation elle-même, et tôt ou tard, la structure se fragilise. Dans la vision que j'ai reçue, il y avait aussi cette autre forme de piège. Prendre les objets de l'autre, porter, absorber, consoler, stabiliser, jusqu'à se confondre avec une blessure qui ne nous appartient pas, jusqu'à perdre de vue notre propre maison intérieure parce qu'on est trop occupé à ranger celle de l'autre. Il m'a été montré que prendre les objets blessés de quelqu'un, c'est se charger d'un karma qui n'est pas le nôtre, d'une mémoire qui n'a rien à faire dans notre histoire. C'est se détourner de sa propre guérison pour s'installer dans le rôle du sauveur, du pilier, de celui qui tient tout. Et ce rôle est toujours voué à s'effondrer, parce qu'on ne peut soutenir indéfiniment une maison qu'on n'a pas construite soi-même. Le transfert d'objets crée donc deux illusions dangereuses, l'illusion d'être aidé et l'illusion d'aider. Dans la vérité vibratoire, aucune des deux n'est juste. Dans un couple conscient, chacun garde sa valise et ses objets dans sa propre maison. Chacun les reconnaît, chacun les répare, chacun les sublime. Et surtout, chacun les garde chez soi. Un objet blessé n'a rien à faire dans la maison du couple. Un objet réparé n'a pas besoin d'y être non plus. Le couple conscient n'est jamais un atelier de réparation. C'est une maison de création. On ne vient pas y déposer ce qui pèse. On vient pour créer ce qui n'a jamais existé. Le transfert d'objets, c'est confondre amour et sauvetage. Et c'est précisément ce que le couple conscient refuse d'entretenir. Dans cet enseignement, elle m'a été montré clairement que l'amour, aussi puissant soit-il, n'est pas une fondation. L'amour est une énergie qui nourrit, qui inspire, qui relie, mais il ne soutient pas une structure si le sol sur lequel elle repose est instable. On ne construit jamais une maison sur un terrain fissuré, encore moins une maison à deux. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de couples tentent de faire. Bâtir une vie commune alors que leurs fondations personnelles n'ont jamais été consolidées. La fondation, c'est la base invisible qui soutient tout le reste. Dans la maison personnelle, la fondation est faite de ce que l'on a intégré, compris, apaisé, assumé. C'est ce qui tient en place quand tout vacille, c'est ce qui permet de recevoir l'amour sans s'effondrer, de rester debout sans s'appuyer entièrement sur l'autre, d'aimer sans se perdre et d'être aimé sans craindre de disparaître. Lorsque nos objets blessés ne sont pas réparés, ils créent des fissures dans nos fondations, et une fissure n'est jamais anodine. Elle se propage, elle se répand, elle fragilise tout ce que l'on pose dessus. Une émotion non reconnue devient une micro-faille. Une mémoire non apaisée devient une brèche. Un trauma non réparé devient une irrégularité dans le sol. Un affaissement invisible mais déterminant. Et c'est précisément là que les couples inconscients perdent leur stabilité. Ils confondent l'amour avec une base solide, alors que la véritable base se trouve dans la stabilité intérieure de chacun d'eux. Si tu arrives dans un couple en posant tes fondations sur tes traumas, tu ne construis rien. Tu t'appuies sur des fragments. Si tu invites quelqu'un dans ta vie alors que ton sol est encore fissuré, tu lui imposes sans le vouloir de marcher sur des sables mouvants. Et si vous tentez à deux de bâtir quelque chose sur ces failles, la maison commune finira par s'incliner, se tordre ou s'écrouler. Non pas par manque d'amour, mais par manque de stabilité à l'intérieur de chacun de vous. Le couple conscient commence donc par une responsabilité fondamentale. Consolider son propre sol avant d'inviter quelqu'un à marcher dessus. Cela demande de regarder ses fissures, de comprendre d'où elles viennent, de réparer ce qui doit l'être, de renforcer ce qui manque, de réajuster ce qui a été mal construit. Ce n'est pas une exigence de perfection, c'est une exigence de maturité. On ne demande pas à l'autre d'être parfait, mais d'être présent. On ne demande pas à l'autre d'être guéri, mais d'être en chemin. On ne demande pas à l'autre d'être solide partout, mais d'être honnête sur là où il est encore fragile. Dans ce que j'ai reçu, il m'a été montré que la fondation du couple conscient
ne repose ni sur le passé, ni sur la blessure, ni sur l'amour, mais sur la présence. La présence à soi, la présence à l'autre, la présence au lien. C'est cette présence-là qui remplace les murs défensifs. C'est elle qui permet de dire « Je suis là, pas pour te porter, mais pour marcher avec toi ». Lorsque chacun arrive avec des fondations conscientes, même si elles ne sont pas parfaites, même si elles portent encore les traces de ce qu'elles ont traversé, alors la maison du couple peut réellement se construire. Une maison qui n'est pas un refuge contre les peurs, mais un espace où l'on peut respirer. Une maison qui n'est pas un pansement sur le passé, mais une ouverture vers un possible nouveau. Une maison où l'on ne vient pas réparer, mais co-créer. C'est seulement lorsque deux fondations personnelles sont suffisamment stables, suffisamment alignées, suffisamment consolidées, que la maison du nous peut exister. Avant cela, tout tremble, tout glisse, tout se mélange, tout cherche un pilier extérieur qui ne devrait jamais remplacer le pilier intérieur. La fondation du couple conscient, c'est donc cela. Deux êtres qui ne demandent pas à l'autre de porter ce qu'il refuse de voir. Deux êtres qui ne confondent pas amour et sauvetage. Deux êtres qui savent que pour construire ensemble, il faut être debout, chacun chez soi. Deux êtres qui comprennent que le nous n'existe que lorsque le je et le tu tiennent debout sans se confondre. Lorsque les deux êtres ont consolidé leur fondation personnelle, lorsqu'ils ont réparé leurs objets blessés dans leur propre maison, lorsqu'ils ne viennent plus chercher dans l'autre un pansement, un complément ou un pilier, alors un espace s'ouvre. Un espace qui n'appartient à personne et qui attend d'être créé. La maison du nous. Dans cette vision, il m'a été montré que l'emménagement dans un couple conscient n'a rien à voir avec ce que l'on imagine habituellement. Ce n'est pas un déménagement où chacun apporte ses meubles, ses décorations, ses objets, ses habitudes, ses références. Ce n'est pas une fusion où l'on mélange deux maisons en espérant qu'elles s'accordent. Ce n'est pas une négociation entre ce que j'avais chez moi et ce que tu avais chez toi. Dans la création du couple conscient, on ne transporte rien. Ni les vieux meubles, ni les objets réparés, ni les traces du passé, ni même les décorations de son ancienne maison intérieure. Et il m'a été montré pourquoi. Parce que la maison du couple n'est pas un patchwork de deux histoires, mais la naissance d'un troisième espace. Ce n'est pas l'addition de deux vies, c'est la co-création d'une nouvelle vie. Alors, lorsque les deux êtres entrent dans cet espace, ils ne viennent pas déposer leur objet ancien. Ils viennent avec quelque chose de bien plus précieux, leurs mains vides. Les mains vides parce qu'elles ne transportent plus, les mains vides parce qu'elles ne tiennent plus de blessures, les mains vides parce qu'elles sont prêtes à créer. Le couple conscient commence ainsi. Deux êtres qui se regardent et qui décident ensemble quels objets vont exister dans leur maison commune. Non pas quels objets vont être ramenés, mais quels objets vont être créés. Car les objets de la maison du nous n'existent pas avant le couple. Ils ne peuvent pas exister avant. Ils naissent de la rencontre, de la complémentarité, de la vibration partagée, de l'alchimie entre deux âmes qui se choisissent. Et ces objets-là ne sont jamais issus du passé. Ils ne sont pas des cicatrices remodelées, ni des mémoires réutilisées, ni des habitudes recyclées. Ce sont des objets neufs qui symbolisent ce que les deux partenaires veulent réellement vivre ensemble. Des valeurs qu'ils choisissent consciemment, des façons d'aimer qui leur ressemblent, des engagements qu'ils co-créent, des rituels qui naissent des deux, des visions qu'ils partagent, des dynamiques relationnelles qu'ils décident d'incarner. C'est comme si, face à une maison entièrement vide, chacun disait « Qu'est-ce que nous voulons mettre là ? De quoi avons-nous envie ? Quel type de lumière voulons-nous ? Quelle énergie voulons-nous respirer ? Quel genre d'amour voulons-nous former ? Quel espace voulons-nous habiter ensemble ?» Et à mesure qu'ils répondent, un objet naît, une valeur se crée, un pilier se manifeste, une œuvre commune prend forme. L'emménagement devient alors un rituel de création. Ce n'est plus toi et moi dans la même pièce, mais toi et moi créant un espace qui n'existait pas avant nous. Il m'a été montré que c'est cela, la véritable co-création. Pas se fondre, pas se perdre, pas se dissoudre, mais créer ensemble quelque chose qui ne pourrait pas exister seul. Dans cette maison, il n'y a ni héritage, ni bagage, ni relique. Il n'y a que du neuf, des objets créés par deux âmes conscientes de ce qu'elles veulent vivre. La maison du nous devient alors un espace sacré, cohérent, aligné, respirant. Un espace où l'on ne rejoue pas l'ancien, un espace où l'on n'a pas besoin de se protéger, un espace où l'on vient déposer du présent, pas du passé, un espace où l'on choisit ensemble ce qui aura du sens. L'emménagement n'est donc pas une fusion, c'est un acte de création, une naissance, un choix conscient, répété, renouvelé. C'est le moment où deux univers déposent leurs anciennes histoires au seuil et entrent dans un espace qui n'appartient qu'à eux.
La maison du couple conscient est neuve parce qu'elle n'est construite que de présent. Et c'est pour cette raison qu'elle peut tenir debout. Et il y a une autre vérité essentielle qui m'a été transmise et qui change à elle seule tout le destin de la maison du nous. Parfois, malgré la conscience, malgré l'amour, malgré les fondations solides, un objet se fissure dans le nous. Ce n'est pas un objet apporté par l'un ou par l'autre, ce n'est pas un vase de l'ancienne maison, ce n'est pas un trauma individuel qui refait surface. C'est un objet qui naît dans la maison commune. Une dispute, une incompréhension, un geste mal vécu, un traumatisme partagé, un choc que les deux ressentent, une faille qui apparaît à l'intérieur même du lien. Cet objet-là est unique car il n'appartient ni à toi, ni à l'autre. Il appartient à la maison du nous. Et la règle vibratoire est absolue. Aucun des deux ne doit emporter cet objet dans sa maison personnelle. Aucun des deux ne doit dire « je prends ma part et je vais réparer ça chez moi ». Aucun des deux ne doit emporter la moitié du vase pour s'en accuser, se l'attribuer ou le rejeter à l'autre. Car un objet fissuré dans le nous ne peut être réparé qu'à l'intérieur du nous. Si l'un prend 50% et l'autre les 50% restants, alors plus rien ne peut être réparé. On ne répare jamais un objet scindé en deux maisons, on ne répare jamais une blessure commune avec deux guérisons séparées, on ne répare jamais une faille relationnelle avec deux solitudes. L'objet fissuré du nous demande exactement l'inverse. Une responsabilité commune à 100% chacun. Pas 50-50, pas c'est ta faute ici et c'est ma faute là, pas à toi, ta part, à moi la mienne. Non, une responsabilité totale, mais partagée. Dans la vision que j'ai reçue, on me montrait clairement ceci. L'objet blessé du nous n'est pas un reproche, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un jugement, c'est un appel à revenir dans la maison commune. C'est un objet qui dit « réparez-moi ensemble ». Regardez-moi depuis le nous, pas depuis le je ou le tu. Ne me divisez pas, ne me séparez pas pour m'expliquer. Restez dans la même pièce pour me transmuter. L'objet blessé du nous ne peut être sublimé que par l'unité du couple. C'est une alchimie à deux, un acte commun, un rituel implicite où chacun apporte 100% de sa conscience, 100% de sa présence, 100% de sa responsabilité, sans s'approprier la faille, sans la projeter, sans la fuir. C'est dans ces moments-là que le couple conscient se révèle vraiment, lorsqu'il sait reconnaître qu'un objet appartient au nous et non aux maisons personnelles. Et lorsqu'il choisit, ensemble, de le réparer avec l'or de la communication, l'or de la présence, l'or de la vérité, l'or du cœur, et que l'objet du nous est réparé dans la maison du nous, il devient un pilier, il devient un or commun, il devient une force qui ancre le couple encore plus profondément dans sa conscience. Il devient une mémoire transmutée qui renforce le nous au lieu de le fragiliser. Mais si cet objet du nous est pris par un seul, emmené dans la maison du je ou du tu, il se casse irrémédiablement. Il devient un reproche, un silence, un éloignement, un malentendu qui s'étire et qui finit par fissurer l'espace commun. Le couple conscient, c'est donc reconnaître ce qui doit être réparé seul et ce qui doit être réparé ensemble. Et c'est cette intelligence relationnelle, émotionnelle, qui donne à la maison du nous sa véritable puissance de guérison et de création. Ce que j'ai reçu est clair. La maison du nous ne vit pas par elle-même. Elle n'existe pas par hasard, elle ne se maintient pas par inertie, elle ne tient pas debout simplement parce qu'on l'a créée un jour. La maison du nous n'est pas un souvenir ni un état figé. C'est une entité vivante. Elle respire, elle évolue, elle dépend entièrement de la manière dont chacun continue d'habiter sa propre maison intérieure. Dans un couple inconscient, on croit que le lien est un mélange, une fusion, un nous qui remplace le je et le tu. Mais dans la vision que j'ai reçue, c'est tout l'inverse. La maison du nous ne peut exister que s'il y a individuation totale. Chacun doit continuer de travailler dans sa maison personnelle, de réparer ses objets, d'ouvrir ses pièces, de nettoyer ses mémoires, de maintenir ses fondations. Non pas pour le couple, mais pour lui-même. La maison du nous est une troisième maison, totalement indépendante des deux premières. Elle ne remplace rien, elle ne fusionne rien, elle ne dilue rien. Elle se nourrit de deux êtres entiers, pas de deux êtres confondus. Si l'un cesse d'habiter sa propre maison, la maison du nous s'affaisse. Si l'un transfère ses objets blessés, elle se charge. Si l'un cesse de se réparer, elle se fissure. Si l'un se perd dans l'autre, elle se vide. Si l'un utilise le nous pour fuir sa maison personnelle, elle se fragilise. Et si les deux oublient leur maison intérieure, la maison du nous finit par mourir car elle n'a plus de piliers sur lesquels reposer. Dans l'enseignement transmis, on m'a montré que cette troisième entité est comme
un organisme énergétique qui ne survit que si chacun reste aligné avec lui-même. C'est un espace où l'on se retrouve, pas un espace où l'on se perd. Un espace que l'on visite ensemble, mais qui ne peut remplacer ni la maison de l'un, ni celle de l'autre. Le nous n'est pas un refuge, ni un absolu, ni un endroit où l'on vit en permanence. C'est un lieu sacré que l'on nourrit consciemment. La maison du nous demande donc 3 respirations. La respiration du je, la respiration du tu et la respiration du nous. Si l'une d'entre elles s'arrête, le système complet s'effondre. Ce qui est magnifique, c'est que cette structure permet une relation qui ne dépend pas de l'autre, mais qui se crée avec l'autre. Une relation où personne ne disparaît, une relation où chacun existe pleinement. Une relation où le lien n'est pas une fusion, mais une expansion. Le nous n'absorbe pas les 2 individus, il naît entre eux, dans l'espace qu'ils laissent libre, dans la conscience qu'ils incarnent, dans la présence qu'ils offrent. Et c'est cela, au fond, la véritable vision du couple conscient. 2 êtres qui n'abandonnent jamais leur maison personnelle, même par amour, et qui, grâce à cette fidélité à eux-mêmes, maintiennent vivante une 3e maison qui ne pouvait exister sans eux, mais qui ne leur appartient pas entièrement non plus. La maison du nous, c'est l'espace où l'amour prend sa vraie forme. Pas la fusion, pas la dépendance, pas la réparation, mais la création d'un monde commun qui ne peut être porté que par 2 consciences individuellement vivantes. Et c'est cette individuation, pas la fusion, qui permet au couple de durer. Tu l'auras compris, dans l'enseignement que j'ai reçu, la création du couple conscient n'est pas une technique, ni une méthode, ni un mode d'emploi. C'est un passage, une maturation intérieure, une manière de se tenir face à soi, face à l'autre, face au lien. C'est un espace qui ne s'ouvre que lorsque chacun accepte d'habiter pleinement sa maison personnelle, tout en laissant exister une maison commune qui ne ressemble à aucune des 2 premières. Le couple conscient, ce n'est pas une fusion. Il n'est pas une dépendance nouvelle, ni une compensation des blessures anciennes. Il n'est pas un refuge où l'on se soigne mutuellement. Il est une création, une 3e entité, un espace où 2 consciences choisissent de marcher ensemble sans jamais cesser d'être elles-mêmes. Dans cet enseignement, j'ai vu que tout commence par la reconnaissance des objets blessés que l'on porte dans sa propre maison, dans sa propre valise, par la réparation intime de ses fissures, par la consolidation de son sol intérieur. Puis vient le moment de l'emménagement, celui où les 2 êtres créent des objets neufs, choisis ensemble, porteurs de valeurs communes et d'un avenir partagé. Et puis il y a cette clé précieuse, l'objet fissuré du nous, né de la relation elle-même qui ne peut être réparée qu'à 2, dans la maison commune, avec 100% de responsabilité chacun. Enfin, la maison du nous ne peut vivre que si chacun continue d'honorer sa propre maison. L'individuation n'est pas un obstacle à l'amour, elle en est la condition. On ne maintient pas un couple conscient en se confondant dans l'autre, mais en restant profondément ancré en soi, tout en revenant régulièrement dans le nous pour nourrir ce qui a été créé. Le couple conscient est donc une œuvre vivante, évolutive, exigeante, mais profondément belle. Une œuvre qui demande de la présence, de la vérité, du courage, de la maturité et surtout de l'amour. Un amour qui cherche pas à réparer mais à révéler. Un amour qui ne se confond pas avec le manque mais qui s'accorde avec la conscience. Un amour qui ne prend rien mais qui croquerait tout. Cet enseignement n'est pas là pour faire rêver, il est là pour ouvrir une perspective nouvelle, réelle, incarnée. Une manière de vivre la relation comme un chemin d'éveil et non comme une réponse à nos blessures. Si tu marches dans cette direction, alors quelque chose de rare peut naître. Non pas un couple de survie, mais un couple de création. Non pas un couple qui porte le passé, mais un couple qui révèle le futur. Non pas une union qui absorbe, mais une union qui élève. C'est cela, la véritable création du couple conscient. Un lieu où 2 âmes choisissent de grandir dans la lumière, sans jamais renier leurs ombres, et où la maison commune devient le témoin de ce qu'elles décident d'incarner ensemble.